Mes parents ont coupé les ponts avec moi quand j'avais 18 ans et ne m'ont pas parlé pendant 10 ans. Jusqu'à ce que je devienne riche. Ensuite, ils m'ont invité, eux, à dîner, mais ce que je leur ai dit a choqué tout le monde. Je me souviens encore de l'odeur du parfum de ma mère dans le salon ce soir-là, vive et florale, couvrant presque la tension qui flottait dans l'air. J'avais 18 ans, debout avec mon sac à dos à moitié fermé, attendant que quelqu'un dise que la dispute était allée trop loin. Au lieu de cela, la voix de mon père a tranché le silence comme du verre. Tu nous retardes, Camille. Ne nous rappelle plus. Les mots semblaient irréels, comme une réplique d'une pièce que je n'avais pas répétée. Ma mère n'a pas bronché. Elle a croisé les bras, les lèvres pincées, et a regardé au-delà de moi comme si j'étais déjà parti. J'ai cherché sur son visage quelque chose, une hésitation, un regret, même une lueur de douceur. Il n'y avait rien. J'ai voulu argumenter, leur rappeler les années où j'avais essayé d'être la fille qu'ils voulaient, de bonnes notes, des dîners tranquilles, pas de problème. Mais là, debout, j'ai réalisé que ça n'aurait pas d'importance. Leur décision avait été prise bien avant ce soir. Je suis allé dans ma chambre, les jambes tremblantes, et j'ai commencé à faire mes bagages. Un seul sac de sport, c'est tout ce que j'ai pu emporter. Des jeans, des pulls, un livre de poche usé que je ne pouvais pas me résoudre à laisser. La maison était trop silencieuse, seulement le craquement des planchers sous mon poids. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a arrêté. Quand je suis sorti, la nuit du centre Val-de-Loire m'a giflé de son froid sec. Mon souffle sortait en nuages blancs alors que je descendais l'allée. La maison familiale brillait derrière moi comme si elle appartenait à des étrangers. Je ne savais pas où aller, seulement que je ne pouvais pas rester. J'ai trouvé un studio le lendemain, au mur assez fin pour entendre les voisins se disputer. Le tapis était taché et le radiateur cliquetait toute la nuit. J'ai pris des services dans une épicerie, emballant des articles jusqu'à ce que mon dos me fasse mal, puis j'ai nettoyé des bureaux après les heures de fermeture juste pour payer le loyer. La nuit, je m'allongeais dans le lit étroit, fixant le plafond fissuré. Le silence s'abattant jusqu'à ce que les larmes brouillent ma vision. Le son de la vie des autres, des rires à travers les murs, des pas au-dessus de moi, rendait la solitude plus aiguë. Je me suis dit que je ne craquerais pas, que je trouverais un moyen de continuer, même si je n'avais plus personne à appeler famille. Cette nuit-là a été la première leçon de la vie en solitaire, et elle a marqué le début de 10 ans de silence qui allaient façonner tout ce qui allait suivre. Les années se sont écoulées les unes après les autres. Chacune marquée non pas par des événements familiaux, mais par l'absence. Au début, j'ai essayé de les joindre. J'ai envoyé des cartes d'anniversaire, des colis de Noël, même des lettres manuscrites remplies de nouvelles de mes cours et des petites victoires de mes débuts de vingtaine. La plupart sont revenues non ouvertes. Les enveloppes estampillées de retour à l'expéditeur. La vue de ma propre écriture me revenant était pire que n'importe quelle malédiction. La deuxième année, j'ai cessé d'attendre une réponse. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de composer leur numéro pendant les vacances, juste pour entendre la sonnerie creuse avant que le répondeur ne se déclenche. Je restais assise avec le combiné pressé contre mon oreille, imaginant ce que je pourrais dire si quelqu'un répondait. Finalement, je raccrochais sans laisser de message. Pendant ce temps, leur vie continuait. J'en apercevais des bribes dans le journal local ou sur les réseaux sociaux par le biais de connaissances communes, mes parents souriant à des galas de charité, célébrant des anniversaires avec des coupes de champagne assorties, posant devant la maison qu'ils avaient rénovée après mon départ. Ils ressemblaient à une famille à qui il n'avait jamais manqué une pièce. Je n'étais jamais mentionné, pas une seule fois. Alors, je me suis replié sur moi-même. J'ai travaillé, parfois 3 emplois à la fois, caissière d'épicerie, serveuse de restaurant, femme de ménage de nuit. Les chèques de paie étaient maigres, mais j'économisais chaque euro que je pouvais. Les cours du soir remplissaient les heures où l'épuisement menaçait de m'engloutir. J'ai étudié le commerce et la comptabilité, croyant que le savoir pourrait être ma porte de sortie du cycle. Les anniversaires passaient avec une part de gâteau acheté en magasin, mangé seul dans mon appartement. Les matins de Noël signifiaient travailler des heures supplémentaires pendant que les familles faisaient leurs courses ou voyageaient. J'ai appris à trouver du réconfort dans les petites choses. Un sourire aimable d'un inconnu. Un livre d'occasion qui portait les notes de quelqu'un d'autre dans les marges. La fierté tranquille de payer son loyer à temps. 10 ans se sont construits sur le silence et une survie obstinée. Chacun superposant la résilience sur la blessure à vif que mes parents avaient laissée. Et quelque part dans ce silence,
les fondations de la personne que je deviendrais prenaient tranquillement forme. C'est arrivé presque par accident. Un matin, en sirotant un café bon marché avant le travail, j'ai remarqué une annonce de saisie immobilière dans les petites annonces. La photo était granuleuse, montrant un duplex délabré avec de la peinture écaillée et des mauvaises herbes. Le prix était assez bas pour me faire hésiter. J'ai déchiré la page et les gardé pliés dans ma poche toute la journée. Les chiffres tourbillonnaient dans ma tête pendant que je scannais les courses et nettoyais les comptoirs. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec une calculatrice et un bloc-notes. J'ai additionné mes économies, les quelques milliers d'euros que j'avais réussi à conserver après des années de privation, et j'ai réalisé de justesse que je pouvais y arriver. J'ai demandé un petit prêt, m'attendant à moitié à ce qu'on se moque de moi à la banque. Mais quand les papiers ont glissé sur le bureau et que j'ai signé mon nom, quelque chose en moi a changé pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison. Je choisissais de construire plutôt que de simplement endurer. Le duplex est devenu mon deuxième travail. Après avoir terminé mes services, je m'y rendais avec des outils que je savais à peine utiliser. J'ai gratté de la peinture jusqu'à ce que mes bras me fassent mal, j'ai rebouché des trous dans les murs et j'ai appris à arrêter une fuite en regardant des tutoriels tard le soir. C'était épuisant. Mais contrairement à mes autres emplois, ce travail me donnait quelque chose que je pouvais voir. Lentement, l'endroit s'est transformé. Quand j'ai loué les logements, les premiers chèques de loyer semblaient plus lourds que de l'argent ne le devrait, comme s'ils portaient la preuve de ma valeur. Je ne survivais plus seulement. Je créais quelque chose de stable de mes propres mains. Ce duplex a mené à une autre petite propriété, puis à une autre. Chacune portait une leçon. Chacune me donnait un peu plus de confiance. À chaque bail signé, le silence que mes parents avaient laissé derrière eux devenait un peu moins étouffant. J'étais toujours seul, mais les murs que je construisais et les toits que je réparais me rappelaient que je n'avais pas besoin de leur approbation pour continuer à avancer. Et sans m'en rendre compte, je posais les fondations d'un avenir qu'ils ne pouvaient ni prédire ni contrôler. C'est un mardi gris que ma vie a basculé. Je m'étais arrêté dans une station-service de quartier après le travail et, en passant à la caisse pour un sandwich micro-ondable, j'ai ajouté un ticket de loto presque par réflexe, glissant un billet froissé sur le comptoir. Je n'ai même pas vérifié les numéros ce soir-là. Le ticket est resté oublié sur mon réfrigérateur jusqu'à la semaine suivante, lorsque les journaux ont annoncé que personne n'avait réclamé le gros lot. Sur un coup de tête, je l'ai décroché, plissant les yeux sur les numéros sous la lumière de la cuisine. Un par un, ils correspondaient. Mes genoux ont failli flancher. 7 millions d'euros. Pendant un long moment, je suis resté assise sur le sol, le ticket tremblant dans mes mains, le bourdonnement du réfrigérateur remplissant le silence. J'ai pensé à toutes les nuits où j'avais survécu avec du café et de la détermination, au duplex que j'avais rafistolé avec des mains en sang, aux anniversaires passés seuls, et maintenant, ça. Mais des années à vivre sur le fil du rasoir m'avaient inculqué la discipline. Je ne suis pas sorti acheter une voiture de luxe ou un manoir. Au lieu de cela, j'ai appelé mon banquier. J'ai parlé avec un avocat. Et j'ai élaboré des plans aussi soigneusement que lorsque j'avais calculé pour la première fois les loyers de ce duplex. L'argent pouvait être un cadeau ou une arme, et je savais qu'il ne fallait pas le laisser me contrôler. Quand le journal local a publié un article sur la femme discrète qui avait touché le gros lot, je suis devenu un titre. Soudain, d'anciens collègues qui ne m'avaient pas parlé depuis des années m'ont laissé des messages. Des connaissances que je me rappelais à peine m'ont envoyé des demandes d'amis. Les voisins s'attardaient près de ma boîte aux lettres, curieux et souriant trop largement. Le bruit était écrasant. Mais j'ai gardé mon cercle restreint, refusant de troquer la paix pour laquelle je m'étais battu. Puis un soir, alors que je m'installais avec un thé, le téléphone a sonné. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale jusqu'à ce que je regarde l'écran. Le nom m'a figé sur place. Maman. Les lettres brillaient d'un contraste saisissant, comme si elles avaient attendu toutes ces années le bon moment pour réapparaître. J'ai pris le téléphone, mes mains soudainement froides, et j'ai appuyé sur répondre. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Entendre sa voix après 10 ans, c'était comme être ramené en arrière dans une autre vie, une vie que je pensais avoir enterrée. Camille, dit ma mère doucement, son ton léger, répété. Tu nous as tellement manqué. Les mots ont été prononcés comme si la dernière décennie n'avait été qu'un simple malentendu, comme si je n'avais pas passé toutes les vacances seule, comme si elle ne m'avait pas tourné le dos quand j'avais le plus besoin d'elle. J'ai tenu le téléphone contre mon oreille, stabilisant ma respiration.
La voix de mon père est venue ensuite, ferme, mais presque joyeuse. Nous avons discuté, et nous pensons qu'il est temps. Noël approche. Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner avec nous? La famille devrait être ensemble. Le mot famille s'est coincé dans ma poitrine. Amer et lourd. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai dit, c'est drôle comme vous appelez juste après que le journal ait publié mon histoire. Il y a eu une pause, juste assez longue pour confirmer ce que je savais déjà. Puis le rire de ma mère a éclaté, cassant et forcé. Oh, ma chérie, ne sois pas idiote. Nous aurions appelé de toute façon. C'est juste que... Eh bien, le moment semblait bien choisi. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, fixant le plafond. 10 ans de silence. Et maintenant, comme ça, ils me voulaient de retour à leur table. Je pouvais sentir la vieille douleur me tirailler. La partie de moi qui voulait encore le câlin d'une mère, l'approbation d'un père. Mais superposé à cela, il y avait quelque chose de plus fort, la prudence, la clarté et l'acier que j'avais gagné à la dure. D'accord, ai-je finalement dit. Je viendrai. Le soulagement dans leur voix était presque trop empressé, une chaleur qui sonnait creux. J'ai raccroché, le silence de ma maison revenant comme un vieil ami. Je suis resté longtemps assise à la table, le téléphone toujours devant moi, sachant déjà que si je devais retourner dans leur monde, je ne le ferais pas les mains vides. J'irais à ce dîner, mais pas pour les raisons qu'ils pensaient. J'apporterais quelque chose de moi. L'invitation a persisté dans mon esprit pendant des jours, résonnant plus fort qu'elle n'aurait dû. Une partie de moi voulait croire qu'ils étaient sincères, qu'après toutes ces années, ils m'avaient enfin choisi plutôt que l'orgueil, plutôt que les apparences. Mais une autre partie, la plus sage, n'arrêtait pas de murmurer que je connaissais déjà la vérité. Alors, j'ai pris le téléphone un soir et j'ai composé leur numéro. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix est restée stable. Maman, papa, ai-je commencé. J'ai réfléchi à Noël, et je dois être honnête. L'argent du loto, il a presque disparu. Il y a eu un silence sur la ligne, le genre qui en dit plus que les mots. J'ai continué, faisant sonner mon mensonge fragile, crédible. Je me suis lancé dans des investissements risqués. Le trading en ligne, la crypto-monnaie. Je pensais que j'étais plus intelligente que ça. Ce qu'il me reste couvre à peine mes dépenses. La voix de mon père est venue en premier, plate et sèche. C'est malheureux. Vraiment. Mais peut-être qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas cette année. Concentre-toi sur toi-même. Pas besoin de mettre un stress supplémentaire sur qui que ce soit. Ma mère a enchaîné après lui, son ton faussement sympathique. Oui, ma chérie. Tu devrais prendre soin de ta santé. Ces dîners peuvent être écrasantes, et nous ne voudrions pas que tu te sentes gêné. Attendons simplement que les choses aillent mieux. J'ai fermé les yeux, laissant les mots se poser comme des pierres dans ma poitrine. 10 ans de silence, rompus seulement par l'odeur de l'argent. Et maintenant, avec l'illusion de la richesse disparue, j'étais déjà à nouveau superflu. La douleur était vive, mais en dessous se trouvait un courant de pouvoir que je n'attendais pas. Ils avaient montré leur jeu. Je n'avais plus à me demander si l'appel concernait la réconciliation ou la cupidité. Le test m'avait donné ma réponse. Je vois, dis-je doucement, ma voix calme, bien que ma gorge brûlât. Merci d'être honnête. Nous avons terminé l'appel rapidement, comme s'il n'y avait jamais eu une décennie d'attente derrière. J'ai posé le téléphone et je suis resté assise dans le silence, un étrange mélange de chagrin et de satisfaction m'envahissant. Ils avaient confirmé tout ce que je craignais, et ce faisant, ils m'avaient donné quelque chose que je n'avais pas eu auparavant, la certitude. Et avec la certitude est venue la résolution de regarder plus profondément, de voir exactement ce qu'ils avaient caché pendant toutes ces années. Après cet appel, je ne pouvais pas laisser tomber. Leurs mots tournaient en boucle dans ma tête. Pas seulement le rejet, mais la manière désinvolte dont ils m'avaient écarté dès qu'ils ont cru que l'argent avait disparu. Je devais savoir ce qui les avait vraiment poussés à me recontacter après tant d'années. J'ai commencé discrètement, en consultant les archives publiques en ligne. Ce que j'ai trouvé était une traînée d'encre rouge. La maison dont ils se vantaient dans le journal était hypothéquée jusqu'au cou. Les paiements d'impôts fonciers avaient été retardés plusieurs fois. Des dossiers judiciaires montraient de petites poursuites de la part d'entrepreneurs impayés. Chaque document dépeignait une image qui ne ressemblait en rien à l'image parfaite qu'ils avaient projetée pendant si longtemps. Plus j'approfondissais,
plus c'était laid. Leur nom apparaissait dans des annuaires d'entreprises liées à des entreprises éphémères qui se sont dissoutes dans les dettes. Ma mère avait signé des prêts qu'elle ne pouvait manifestement pas rembourser. Le nom de mon père figurait dans les procès-verbaux d'un conseil de développement communautaire où des rumeurs de fonds mal gérés et de transferts inappropriés laissaient entrevoir plus qu'une simple négligence comptable. Un article datant de plusieurs années suggérait que des dons destinés à un parc local avaient en quelque sorte disparu sous sa supervision. Je me suis assise à mon bureau avec des dossiers étalés autour de moi, le poids de la vérité plus lourd que prévu. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné. Ils avaient construit leur propre ruine depuis le début, l'enveloppant de paillettes pour que les autres l'admirent, pièce par pièce. J'ai rassemblé les dossiers, les copies des hypothèques, les poursuites et les notes du fonds communautaire. Ce n'était pas difficile à trouver. Ils avaient laissé les preuves éparpillées à la vue de tous, certains que personne ne prendrait jamais la peine de regarder. J'ai tout glissé dans un dossier soigné et les refermé avec un claquement sec. S'ils me voulaient à leur table de Noël, je viendrais, mais je ne viendrais pas en tant que la fille désespérée dont ils se souvenaient. J'apporterais avec moi l'histoire qu'ils avaient passé des années à essayer d'enterrer. La maison avait l'air exactement comme dans mes souvenirs, seulement parée pour les fêtes. Des guirlandes lumineuses brillaient le long des rampes du porche, et une couronne était parfaitement centrée sur la porte d'entrée. Quand ma mère a ouvert, son sourire s'est étiré, trop poli pour être vrai. « Camille » a-t-elle dit, me serrant dans une étreinte qui ressemblait plus à une performance qu'à de l'affection. « Nous sommes si heureux que tu sois là. » Mon père est apparu derrière elle, sa main posée sur son épaule. « Tu as l'air en forme. L'argent semble te réussir. » À l'intérieur, la table de la salle à manger était déjà dressée pour un festin, dindes, farces, des bols de légumes disposés comme dans un magazine. J'ai pris ma place pendant qu'ils s'agitaient autour de moi, passant les plats avec un enthousiasme exagéré, remplissant mon verre avant que je ne le demande. Leur bavardage n'a jamais cessé, chaque compliment portant une pique cachée. « Tu as si bien réussi », a dit ma mère entre deux bouchées, bien mieux que ce que nous espérions à l'époque. « Imagine ce que tu pourrais faire si tu avais de vrais conseils », a ajouté mon père. « Nous avons toujours su que tu avais du potentiel, mais tu étais trop têtu pour suivre les conseils. » J'ai souri poliment, laissant les mots passer. Le repas a continué, chaque plat superposé de fausses chaleurs, mais alors que les assiettes étaient débarrassées et que le dessert apparaissait, le changement est survenu. Ma mère a posé sa fourchette et a joint les mains. « Camille, nous voulions te parler de quelque chose d'important. » Mon père s'est penché en avant, sa voix baissant. « La vérité, c'est que nous avons traversé une mauvaise passe. Rien que nous ne puissions arranger, bien sûr, mais ça irait plus vite avec ton aide. » J'ai retenu mon souffle. J'attendais. « Nous avons besoin de 200 000 €, a dit ma mère rapidement, comme si elle arrachait un pansement. Pour stabiliser les choses, pour sauver la famille. Tu peux faire ça pour nous, n'est-ce pas? Après tout, nous sommes une famille. » Leurs yeux étaient fixés sur moi, affamés et pleins d'attente, comme si toute la soirée n'avait mené qu'à ce seul moment. J'ai cherché dans mon sac et j'ai posé un dossier sur la table, le faisant glisser vers eux. Leur bavardage s'est tu, leurs yeux allant de l'un à l'autre et à la simple couverture en manille. « Qu'est-ce que c'est » a demandé mon père, sa voix prudente. « Ouvrez-le » ai-je dit, gardant un ton égal. Les doigts de ma mère tremblaient alors qu'elle l'ouvrait. La couleur a quitté son visage alors qu'elle parcourait la première page. Dossier d'hypothèque, avis de retard, plainte. Elle a tourné une autre page, puis une autre, chacune pire que la précédente. Mon père s'est penché, sa mâchoire se crispant quand il a vu les annotations sur l'argent manquant du fonds communautaire. « Je sais tout » ai-je dit doucement. « Les dettes, les poursuites, les dons qui ont disparu sous votre surveillance. Je sais que l'empire que vous exhibez en ville est bâti sur du sable. » Pendant un instant, ils sont restés silencieux, stupéfaits. Puis le déluge a commencé. La voix de ma mère s'est brisée de désespoir. « Camille, s'il te plaît, tu ne comprends pas. Nous essayons de tout maintenir à flot. Nous ne voulions pas que tu nous vois comme ça. » Le visage de mon père s'est durci. « Qui t'a raconté ça? Tu as toujours été trop curieuse pour ton propre bien. » Je suis resté immobile, les laissant se défaire. Ma mère est passée des supplications aux sanglots, les larmes maculant son maquillage soigné. Mon père a oscillé entre le déni et la fureur, frappant du poing sur la table, puis exigeant que je reconsidère.
Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, regardant leur performance sans broncher. Finalement, j'ai parlé. Ma surprise pour vous est simple. Je ne serai pas votre sauveuse. Ni maintenant, ni jamais. Leurs supplications ont rempli la pièce, mais je me suis levé, rassemblant mon sac. Le dossier est resté sur la table comme un miroir reflétant tout ce qu'ils avaient essayé de cacher. Je me suis tourné vers la porte, prête à les laisser avec la vérité à laquelle ils ne pouvaient plus échapper. Leurs voix se sont élevées derrière moi. Une tempête d'accusations et de supplications me poursuivant vers la porte. Les sanglots de ma mère s'en mêlaient avec les ordres secs de mon père, mais rien de tout cela ne m'atteignait comme avant. J'ai enfilé mon manteau lentement, chaque bouton se fermant avec une finalité calme, et je suis entré dans le couloir. Les lumières de la salle à manger se déversaient dans l'entrée, mais je ne me suis pas retourné. Pendant des années, j'avais imaginé ce que ce serait d'être à nouveau désiré par eux, d'entendre mon nom prononcé avec chaleur. Maintenant, je connaissais la vérité, que leur amour avait des conditions, que leur accueil avait un prix. L'air nocturne m'a accueilli quand je suis sorti, vif et clair, un silence plus profond que le bruit à l'intérieur. Leurs cris se sont étouffés lorsque la porte s'est refermée derrière moi. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai ressenti aucune envie de revenir, aucune culpabilité me retenant. J'ai descendu l'allée, mes talons crissant sur le mince givre qui se formait sur le trottoir. À chaque pas, le poids qui avait pesé sur ma poitrine pendant 10 ans a commencé à se soulever. Je ne portais plus le besoin de leur approbation ni la douleur des questions sans réponse. Au bord du trottoir, je me suis arrêté, respirant le calme du quartier silencieux. J'ai pensé à la vie que j'avais bâtie, à la force que j'avais forgée de l'abandon, et à la paix qui venait du fait de se choisir soi-même. Puis je me suis tourné vers la rue sombre et j'ai marché.